L'opportunité de cette rentrée, c'est de ramener la décision publique, le débat politique, à une certaine forme de réalisme et d'humilité, eu égard aux responsabilités qui sont celles des éducateurs sur le terrain. D'abord, s'agissant des fondamentaux. On dit souvent lire, écrire, compter. Déjà en 2019, au moment de la loi pour l'école de la confiance, Jean-Michel Blanquer disait « et respecter autrui ». On voit bien que d'emblée, ça suffit pas. Il y a une dimension humaine, il y a une dimension de savoir-être, il y a une dimension de capacité à travailler en coopération, travailler avec les autres, s'intégrer dans un collectif. En fait, plus profondément, ce que montre la science, la recherche, depuis 50 ans, notamment grâce à l'essor très important des sciences cognitives et des neurosciences, c'est qu'un enfant qui réussit, c'est pas un enfant plus intelligent ou moins intelligent, c'est un enfant qui peut s'appuyer sur un sentiment de confiance en lui, des relations qu'il nourrit et qui sait en vue de quoi il apprend. Sens, confiance, relation, on désigne ces compétences sous le terme de métacognitif, c'est-à-dire c'est des compétences qui, quelque part, prédisposent à acquérir des compétences. Ça veut dire que l'école doit absolument corriger les biais induits par les différences familiales et économiques. Aujourd'hui, si vous prenez la proportion d'enfants en difficulté sur les matières fondamentales, mathématiques, compréhension de l'écrit, lecture, il est strictement proportionnel au niveau de ressources de la famille. C'est-à-dire qu'il y a 80% d'enfants en difficulté chez les familles les plus pauvres et il y a 20% d'enfants en difficulté chez les familles les plus riches. Donc ça montre bien que les fondamentaux de l'éducation, c'est effectivement des compétences fondamentales, mais c'est aussi la capacité de transmettre, de corriger des parcours, de donner à tous les enfants ces compétences fondamentales qui vont leur permettre de réussir leurs apprentissages. Et ça exige que l'école investisse pleinement le champ humain, compétences psychosociales si on veut. Mais en fait, ça dit quoi? Ça dit accompagnement des enseignants à leurs élèves, implication des parents dans la scolarité et juste usage des compétences numériques. C'était les conclusions de PISA 2022. Donc c'est là que notre école est en fragilité. C'est en particulier le cas au collège. Parce que autant en primaire, il y a un enseignant, il est là, il est 25 heures par semaine avec sa classe. L'humain, il le développe naturellement. L'enfant, il sait qu'il peut compter sur son enseignant. Par contre, on a un gros problème collège. Parce qu'au moment même où l'enfant est confronté à ces grandes fragilités qui viennent avec l'adolescence, regard sur soi, regard sur les autres, peur de l'avenir, au moment où il est affaibli dans ces fameux fondamentaux de l'éducation, 1 heure avec Madame Machin en français, 1 heure avec Monsieur Machin en physique, 1 heure avec Monsieur... Et entre les deux, vous baladez dans le collège, harcèlement, portable, cours de récréation, etc. C'est-à-dire qu'au moment même de la plus grande vulnérabilité des enfants, on leur retire toute la protection qu'ils étaient habitués à avoir autour d'eux jusqu'à l'entrée au collège. Que peut faire l'école face à ça? Est-ce que nos enfants, en 6e, 5e, 4e, 3e, ont besoin d'un spécialiste agrégé de physique ou d'un spécialiste de mathématiques pour leur expliquer f de x égale à x plus b, ce que c'est qu'une relation linéaire ou ce que c'est qu'une équation du second degré? Ou les enfants ont besoin de moins d'enseignants, correctement formés sur le programme du collège, et surtout s'appuyer sur des relations solides dans lesquelles ils s'épanouissent, capables de répondre à leurs problématiques d'éducation affective et sexuelle, de harcèlement, de confiance en soi, d'orientation, est-ce que le monde va disparaître demain, j'ai vu ça à la télé. Faute de cet enseignement-là, c'est massivement vers Internet que les enfants se tournent pour avoir des réponses à leurs questions. Donc, la question des fondamentaux, elle est moins celle de resserrer l'école sur lire, écrire, compter, que de se donner les moyens de déployer dans le cadre de ces enseignements ces fameuses compétences humaines dont les enfants et les adolescents en particulier ont un besoin extrêmement profond. On sait aujourd'hui que s'agissant notamment des enfants venus de milieux populaires, le levier le plus efficace après la qualité de l'enseignant, c'est l'implication des parents dans leur scolarité. C'est la conclusion très nette de l'enquête PISA 2022. Les pays où les enseignants sont dans le soutien individualisé et où les parents sont impliqués dans la scolarité des enfants s'en sortent beaucoup mieux que le reste des pays qui ont leur performance, notamment en mathématiques, s'affaisser. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour donner plus de place aux parents dans l'école? Qu'est-ce qu'on fait pour que les parents se sentent partie prenante à la scolarité? C'est très intéressant ce qui se passe dans le privé parce qu'on se rend compte que une des clés de la réussite du privé, c'est justement l'implication des familles. Donc le sujet de la mixité scolaire et le sujet de l'implication des familles, ce sont des sujets connexes. Et que tant qu'on traitera exclusivement la question du privé à l'aune de méchants parents qui veulent pas que leurs enfants fréquentent des pauvres, oui, c'est très caricatural, on passera à côté des préoccupations des familles, qui ne sont pas forcément rétives à la mixité, mais qui est celle de je m'engage, je m'implique dans la scolarité de mon enfant, parce que ça compte pour moi. Que fait l'école publique pour répondre à cette demande des parents? Oui, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des marges de manœuvre très importantes. On a parlé à une époque de mal-être des parents, on a parlé de rencontres plus régulières,
Il y a eu des études qui ont été menées par l'École d'économie de Paris qui ont montré que des rencontres plus régulières entre l'équipe enseignante et les parents avaient des vrais effets, notamment sur la vie scolaire. Le troisième sujet, c'est évidemment l'attractivité des métiers de l'éducation. Il y a bien sûr les enseignants, donc 900 000 enseignants aujourd'hui en France. Il y a évidemment aussi tous les éducateurs périscolaires. Si vous prenez par exemple tous les métiers de l'assistance éducative, au centre desquels il y a les fameux assistants des élèves en situation de handicap, les AESH. Si vous prenez les surveillants, si vous prenez les ATSEM en maternelle, on a globalement d'ores et déjà 250 000 personnes. Donc en fait, on a toute une population d'éducateurs scolaires complètement passés, occultés par le débat éducatif, qui représente d'ores et déjà la deuxième population de l'éducation nationale après les professeurs des écoles. Par ailleurs, il y a tous les éducateurs sportifs. Ça fait 10 ans qu'on parle de comment réévaluer les métiers de l'animation, etc. Il y a un levier évident, c'est celui de les faire rentrer à l'école. Quelque part, vous avez des enseignants, des éducateurs de premier niveau, reconnus, certifiés, agrégés. Et puis vous avez des éducateurs de deuxième niveau, sport, art. Alors, vous voyez bien, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, qu'en fait c'est décisif le sport, les projets collectifs. On apprend tout aussi bien en faisant une course d'orientation que dans un cours de mathématiques à se représenter un repère cartésien. Donc en fait le très grand sujet, premièrement, c'est d'appréhender les métiers de l'éducation de façon beaucoup plus large que le seul enseignement. Et quelque part, on peut estimer qu'au-delà du million d'enseignants, il y a probablement de l'ordre de 2 millions d'éducateurs aujourd'hui. Peine à recruter, pas de carrière, contrats précaires, on les connaît mal, ils sont mal contrôlés, y compris dans les garanties qu'ils offrent aux familles. Donc il y a un vrai sujet à, au-delà des enseignants, créer des métiers de l'éducation, des filières de l'éducation, des formations qui allient beaucoup mieux les métiers de l'enseignement et les métiers de l'éducation.